gouvernemental qui a été proposé au peuple. Ça, c'est clair et net, et je cherche quelqu'un qui pourra me démentir là-dessus. Donc, aujourd'hui, improviser une quelconque révision constitutionnelle parce qu'on sent qu'on est à la fin, ou parce qu'on a peur de ce qui viendra après l'au-delà, du pouvoir bien sûr, pas de la vie, ça me paraît un peu illogique et non-sens. Ce qui risque de créer, de plonger le pays dans une crise encore beaucoup plus grave, et qui risque encore d'aggraver la situation, et surtout qu'il y a des gens qui sont déjà mêlés dans plusieurs dossiers aussi sales que mafieux que nous connaissons. Donc, je ne dirais pas que je partage tout à fait l'avis du président de l'UNC, M. Kamere, qui dit qu'il faut mettre l'idée au frais. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est lui qui souhaiterait un jour faire la proposition d'une quelconque modification de la Constitution. Ça doit être un programme de campagne. Un programme que le peuple accepte. À ce moment-là, le consensus dont fait allusion Palou sera valable, accepté, parce que nous dirons que, voilà, cette personne avait bâti sa campagne, et dans ses promesses de campagne, il y avait la révision constitutionnelle. Puisque nous l'avons élu, puisque nous avons accepté son programme, donc nous allons nous engager sur cette voie de la révision constitutionnelle sur telle ou telle autre matière. À ce moment-là, je pense que même dans les salons politiques, il y aura apaisement. Voilà comment est-ce que nous autres nous concevons la chose. Et notre élément très important aussi qui est sorti de ces assises, c'est évidemment le rôle de l'armée ou des militaires dans la scène politique. Je pense que ceux qui ont lu le plan Augustin, nous avons proposé à ce que l'armée soit autonome et se dissocie de la politique. L'autonomie de l'armée, c'est-à-dire que la Constitution doit confier à l'armée des missions qui sont les siennes, qui resteront siennes, sans pour autant qu'il se mêle et qu'il soit au service d'un individu ou d'un groupe d'individus. L'armée républicaine doit être au service de la nation. L'armée ne pourrait intervenir que en cas de premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré, ainsi de suite. Sinon, l'armée n'aura pas de place. Et c'est là où je partage, moi, la réflexion du professeur Bouyoya, quand il dit que nous avons des partis politiques faibles, et du fait que ces partis politiques sont affaiblis, ils sont à l'incapacité de renvoyer les militaires dans les casernes. D'où, jusqu'à ce jour, non seulement la RDC, mais beaucoup, pas mal de pays d'Afrique, les militaires se sont accaparés du pouvoir et voilà, ils se sont imposés. Et quand ils viennent au pouvoir, ils font semblant de se démilitariser pour se démocratiser. En fait, il n'y a que la tenue qui part, changement de tenue, ils laissent la tenue militaire au profit d'un costume cravate, et la mentalité reste militaire, la conduite reste militaire. Nous ne dirons pas ce qui se passe dans les coulisses, dans les grands salons politiques, militarisés, ou des régimes conduits d'une manière militarisée, ou des réunions, des fois sous menace, se passent. Ce n'est pas en tout cas le lieu ou le moment de les dire. Donc c'est très important qu'on réfléchisse à cette matière et qu'on dise que oui, attention à cette pratique de la modification de la Constitution au profit d'un pouvoir, au profit d'un individu. Parce que, comme je l'ai toujours dit, que les mêmes escaliers que vous posez pour monter, attention, ça peut servir aussi aux autres d'y monter de la même manière vous êtes monté. Et quand vous montez, il faut savoir préparer aussi comment redescendre. À bon entendeur, salut. Je reviens toujours sur ces états de lieux de nos amis de Palou. Une autre question importante que moi j'attendais plus tôt, je n'ai pas eu de réponse là-dessus. S'ils vont me suivre dans ces speeches, j'espère que j'aurai une réponse, appropriée d'ailleurs, sur le concept
ou l'idéologie lumumbiste que le PALU prône. D'une part, il se réclame nationaliste et lumumbiste. Il prône le lumumbisme. J'ai entendu dans la discussion certains inviter d'autres dire que même si vous n'allez pas partager avec nous le lumumbisme, partagez avec nous ne fût-ce que les nationalismes. Je cite le professeur Bouyoya. Très bien, une belle réflexion. Mais si nous regardons aussi les parcours déjà du PALU depuis sa création jusqu'à ces jours, parlons d'abord du nationalisme. Moi, je voudrais comprendre, quand les PALU aujourd'hui se réclament un parti nationaliste, l'allusion est faite à quoi? Parce que qui dit nationaliste, c'est prôner les intérêts nationaux, c'est défendre tout ce qui est national, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de... je ne dirais pas que c'est fermé, c'est autarcique, non, mais l'intérêt national doit primer. Nous avons vu le PALU au pouvoir. Nous avons vu les réalisations, parce qu'on ne parlera pas que des échecs, il y a eu aussi des réalisations. Mais jusque-là, moi j'ai suivi de très près l'action gouvernementale menée par les PALU, pour ne pas citer les animateurs, exempte le patriarche, parce que lui n'est venu que planter les décors, il n'a pas fait grand-chose, il a planté les décors, et il s'est retiré. J'ai regardé dans l'action, dans le gouvernement mené par les PALU, quelles étaient les actions concrètes mais d'une PALU, c'est-à-dire nationaliste et lumumbiste. C'est ce que je voudrais comprendre dans cet état de lieu. Tout ce que j'ai compris, c'est que le PALU est venu appliquer les programmes présidentiels, les programmes pour lesquels le chef de cette législature a été, entre guillemets, élu. C'est ce que j'ai suivi, rien d'autre. Je n'ai rien vu de programme made in PALU, une action PALU, si pas planter encore des drapeaux PALU davantage au travers de l'étendue de la République, si pas faire entendre la voix du PALU, voilà, sur terrain que nous sommes mobilisés, ainsi de suite. Mais sur le plan politique, je cherche à ce qu'on puisse vraiment me convaincre avec des actions concrètes qui doivent cohabiter ou qui cohabitent avec l'action du PALU comme lumumbiste et comme nationaliste. Ce n'est qu'une question que je pose et j'aimerais moi qu'on puisse discuter de ça, qu'on puisse voir les choses. Parce que quand on parlera de Lumumba, Lumumba c'était un mouvement de gauche, c'était, disons, un adhérent, un aspirant de la gauche. Lumumba a appliqué, a voulu appliquer, parce qu'il n'a fait que peu de temps aux affaires. Mais, outre la volonté de l'indépendance, il a voulu appliquer la politique de la gauche. Et c'est même cette politique de la gauche qui a alimenté ce qu'on appelle le socialisme africain, les pères animés par les pères des mouvements des indépendances des années 60, le Kwame Nkrumah, le Lumumba, tous ces grands-là que nous connaissons. Les Sédar Senghor, et ainsi de suite. Ce que j'ai vu, moi, dans le gouvernement, excusez-moi, je cite le gouvernement Mozitu, c'était un mouvement, c'était une politique, c'était une stratégie de renflouer les caisses de l'État, ce qui est une bonne chose. C'était un mouvement, un gouvernement de, comment est-ce qu'on appelle ça, de recouvrement. Mais la répartition, qui est un élément fondamental de la politique de la gauche, entre guillemets, je dis le lumumbisme, je ne l'ai trouvé nulle part. Aucune action ne pouvait aujourd'hui nous convaincre sur la politique menée par le gouvernement Mozitu, sur la répartition, sur l'équilibre social au sein de notre pays. Au contraire, j'ai vu des taxes naître, j'ai vu des recouvrements, j'ai vu vraiment la maximisation des caisses de l'État, des recettes. Mais où sont parties ces recettes? Au contraire, aujourd'hui, certains sont soupçonnés des enrichissements malsains. Alors c'était un objectif aussi pour les patriarches qui, dans son programme que j'avais suivi, parlait de la lutte contre l'enrichissement illicite.